Je me souviens encore de ma première nuit dans ce petit pueblo mexicain. L'air était lourd, presque oppressant, et les rues désertaient bien avant que la lune ne soit haute dans le ciel. Les vieilles maisons de pierre, aux façades craquelées et ornées de volets en bois usés, semblaient chuchoter des secrets oubliés. C'était exactement ce genre d'endroit que j'adorais photographier, chargé d'histoire, presque figé dans le temps. Mais ce que je n'avais pas prévu, c'était le silence et ce qu'il cachait. Il devait être près de 3 heures du matin quand je l'ai entendu pour la première fois. Un son aigu et métallique a traversé la nuit comme un cri étranglé. Ding, dong, ding, dong. Je me suis redressé dans mon lit, le cœur battant. Cela venait de l'église. Une cloche, qui sonnait avec une régularité troublante, comme si elle répondait à une horloge invisible. Pourtant, tout dans ce village semblait endormi. Au matin, j'ai interrogé les habitants, tentant d'en savoir plus. Mais dès que je mentionnais le son du clocher, leurs visages se fermaient. Une vieille femme, assise près d'un marché en plein air, m'a simplement dit « Vous feriez mieux de ne pas poser de questions, señorita. Certains secrets doivent rester enterrés. » Elle m'a tourné le dos aussitôt, ses mains tremblantes. Je n'étais pas du genre à reculer face au mystère. Alors, cette nuit-là, je suis resté éveillé, prêt à enregistrer ce phénomène étrange avec mon appareil photo. À 3 heures précises, le son est revenu. Chaque tintement semblait résonner non seulement dans l'air, mais aussi en moi, comme un avertissement. Depuis ma fenêtre, je pouvais voir la silhouette de l'église se détacher contre le ciel étoilé. Elle paraissait si calme, presque inoffensive. Mais il y avait quelque chose d'indéfinissable dans l'atmosphère, une tension qui me donnait l'impression d'être épié. C'était ma première nuit, et déjà, je sentais que ce village gardait un secret bien plus sombre que je ne pouvais l'imaginer. La deuxième nuit, ma curiosité a pris le dessus. Peu importe les avertissements murmurés par les habitants, je devais comprendre. Pourquoi ce clocher sonnait-il à cette heure précise? Et surtout, pourquoi personne ne voulait en parler? À 2h30, j'ai pris ma caméra, une lampe de poche et j'ai quitté ma chambre. Les rues étaient plongées dans une obscurité profonde, à peine éclairée par la lumière vacillante des rares lampadaires. Chaque pas que je faisais semblait résonner dans tout le village, comme si les murs eux-mêmes écoutaient. Lorsque j'ai atteint l'église, mon souffle s'est suspendu. La vieille bâtisse se dressait devant moi, imposante malgré son apparence délabrée. Sa porte principale était fermée, mais elle ne semblait pas verrouillée. J'ai hésité un moment, scrutant les alentours. Il n'y avait personne, et pourtant, je sentais cette étrange impression d'être observé. Je suis entré. L'intérieur était aussi froid que le marbre. L'odeur de cire fondue et de bois humide imprégnait l'air. Ma lampe de poche balayait les bancs abandonnés, les statues austères de saints au visage figé, et enfin, je l'ai vue, la corde du clocher. Elle pendait au centre de la pièce, immobile, comme un serpent en attente. À mesure que je m'approchais, un détail étrange m'a frappé. La corde semblait, déformée, presque irréelle. J'ai tendu la main, hésitante, et l'ai touchée. Une sensation glaciale a parcouru ma peau, comme si ce n'était pas une corde ordinaire. C'est alors que j'ai vu quelque chose qui m'a glacé d'effroi. Il n'y avait personne d'autre dans l'église, mais la corde s'est mise à bouger. Lentement d'abord, comme un souffle, puis avec plus de force, comme si une main invisible la tirait. Le bruit du clocher a brisé le silence. Ding, dong, ding, dong. Chaque tintement semblait s'enfoncer dans mes os, comme un cri d'alerte. J'ai reculé instinctivement, le cœur battant à tout rompre, les yeux fixés sur cette corde qui continuait de s'agiter seule. Puis, soudain, j'ai eu cette sensation terrifiante, je n'étais plus seul. Je me suis retourné rapidement, mais il n'y avait rien d'autre que l'obscurité. Pourtant, je sentais un regard, lourd et insistant, peser sur moi. Dans un réflexe, j'ai levé mon appareil et pris une photo. Le flash a illuminé la pièce un instant, et dans cet éclat éphémère, j'ai cru apercevoir une silhouette indistincte près de l'autel. La corde s'est immobilisée. Le silence est revenu. Mais quelque chose avait changé. Je le sentais, en franchissant la porte de cette église, j'avais réveillé quelque chose. Et cette chose ne comptait pas me laisser partir si facilement. Cette nuit-là, je n'ai pas réussi à fermer l'œil. Chaque fois que je fermais les paupières, l'image de la corde mouvante et de cette silhouette indistincte près de l'autel revenait, comme gravée dans ma mémoire. Mon cœur battait encore à un rythme effréné, et une pensée persistante me hantait. J'avais vu quelque chose que je n'aurais pas dû voir. Aux premières lueurs de l'aube, j'ai regardé la photo que j'avais prise dans l'église. Mon estomac s'est noué. Là, près de l'autel, une forme sombre et floue apparaissait bel et bien. Ce n'était pas une statue ni une ombre normale. C'était quelque chose d'indéfinissable, mais profondément troublant. Une silhouette humaine, peut-être, mais tordue,
presque irréel. Tout au long de la journée, je me suis convaincu que ce n'était qu'un jeu de lumière, un effet du flash. Je voulais y croire. Mais quand la nuit est tombée, les sifflements du vent entre les vieilles maisons ont pris une tournure différente. Ils semblaient former des mots. Mon nom, murmuré dans l'obscurité, Carmen. Au début, j'ai cru halluciner. Mais les chuchotements sont devenus plus clairs, plus insistants, toujours sur le même ton, comme une mélodie lugubre. Carmen, viens. Je me suis enfermé dans ma chambre, toutes les lumières allumées. Mais cette sensation oppressante d'être observé ne me quittait pas. Les ombres dans les coins semblaient s'allonger, se déplacer subtilement. Et puis, il y a eu ce grattement. Faible, presque imperceptible, venant de la fenêtre. Je me suis approché à pas tremblants, et à travers le verre, j'ai vu ce qui ressemblait à des yeux brillants, scintillant dans la nuit. Mon souffle s'est coupé. Je n'arrivais pas à distinguer une forme ou un visage, seulement ces deux points lumineux qui semblaient plantés sur moi, immobiles mais terrifiants. J'ai reculé, saisi de panique, et c'est alors que le clocher s'est remis à sonner. Ding, dong, ding, dong. À nouveau, 3 heures du matin. Mais cette fois, le son était différent. Plus grave, plus résonnant, comme si chaque tintement pesait plus lourd que le précédent. Puis, le silence est revenu. Mais je savais que ce n'était qu'un répit. Ces voix, ces yeux dans l'obscurité, quelque chose m'avait remarqué. Et j'avais le sentiment glaçant que cela ne s'arrêterait pas là. Le lendemain, j'étais épuisé, hanté par les événements de la nuit précédente. Mais une partie de moi refusait de fuir. Je devais comprendre ce qui se passait dans ce pueblo. Je me suis rendu à la petite bibliothèque du village, un lieu poussiéreux et sombre, presque aussi oppressant que l'église elle-même. Les archives locales étaient dissimulées dans un coin oublié, dans des boîtes de carton déchirées. En fouillant, je suis tombé sur un vieux carnet jauni, rédigé à la main par l'un des anciens prêtres de l'église. Les pages étaient couvertes de notes et de croquis étranges. Et c'est là que j'ai découvert la vérité. Le clocher, selon ses écrits, avait autrefois une double fonction. La première était noble, il alertait les villageois en cas d'invasion ou de catastrophes imminentes. Mais la seconde était bien plus sombre. Pendant une époque de famine et de désespoir, le pueblo avait sombré dans des pratiques terribles. Le clocher annonçait les sacrifices humains. Les villageois désignaient une victime, souvent un étranger ou une personne marginale, et l'offraient pour apaiser ce qu'ils appelaient la fin des ténèbres. Selon le prêtre, cette pratique avait cessé depuis des siècles, mais le poids des crimes du passé semblait avoir laissé une marque indélébile. Une phrase écrite en lettres tremblantes m'a glacé. Ceux qui entendent le clocher et cherchent à comprendre réveillent les âmes de ceux qui n'ont jamais été libérés. Mon esprit s'est emballé. Les murmures, les ombres, la silhouette près de l'autel, étais-je en train de réveiller ces esprits piégés? Je suis retourné à l'église cette nuit-là, malgré la peur qui nouait mon estomac. Je devais voir le clocher de près. La porte, cette fois, était entr'ouverte, comme si on m'attendait. En montant les escaliers de pierre menant à la tour, je sentais une présence derrière moi, froide et pesante, mais chaque fois que je me retournais, il n'y avait rien. Quand j'ai atteint le clocher, ma lampe a éclairé quelque chose qui m'a fait hurler. Autour de la cloche, à peine visible à l'œil nu, flottaient des formes indistinctes, des visages tordus dans une agonie silencieuse. Le cordon invisible que j'avais vu auparavant n'était pas un simple mécanisme. Il était composé d'ombres mouvantes, des mains spectrales tirant avec une lenteur méthodique. Un souffle glacial a parcouru ma nuque, et j'ai entendu un murmure, si proche qu'il semblait venir de l'intérieur de ma tête. « Tu nous as trouvés. Maintenant, tu dois rester. » Le clocher a résonné violemment, et cette fois, le son m'a transpercé, comme si chaque tintement aspirait une partie de moi. Je me suis enfui, mais je savais que quelque chose m'avait suivi. Et je commençais à douter que je puisse encore échapper à cette malédiction. Depuis cette nuit, quelque chose a changé en moi. Ce n'était pas seulement la peur ou les cauchemars qui me tenaient éveillé. C'était une certitude oppressante, je n'étais plus seul, même dans les moments de silence. Chaque soir, à 3 heures, le clocher sonnait. Et chaque fois, le son semblait plus proche, plus intense, comme s'il cherchait à m'atteindre, à m'engloutir. Les murmures avaient cessé d'être des bruits distants dans l'obscurité. Maintenant, ils étaient partout, dans le craquement du bois, dans le souffle du vent, même dans le battement irrégulier de mon propre cœur. Une nuit, incapable de supporter cette présence, j'ai décidé de partir. Je me suis levé bien avant l'aube, rassemblant mes affaires à la hâte. Mais lorsque j'ai ouvert la porte de ma chambre, un frisson glacial m'a paralysé. Sur le sol poussiéreux, des empreintes noires menaient de l'entrée de l'auberge jusqu'à ma chambre. Elles n'étaient pas humaines. Prise de panique, j'ai reculé, et c'est là que j'ai entendu un bruit sourd derrière moi.
Le clocher. Il sonnait, mais cette fois, il était différent. Le son n'était plus celui d'une cloche métallique. C'était une voix, grave et distordue, qui répétait mon nom. Carmen, Carmen, viens. Un mouvement à la fenêtre a attiré mon regard. Ce que j'ai vu a glacé mon sang. Les silhouettes indistinctes que j'avais entreaperçues dans l'église étaient maintenant dehors, alignées dans la ruelle, me fixant. Leurs contours se fondaient dans l'obscurité, mais leurs yeux brillaient d'une lumière pâle, inhumaine. Je me suis précipité hors de la chambre, descendant les escaliers à toute vitesse. Les murs semblaient se resserrer autour de moi, et le son du clocher résonnait dans ma tête comme un cri désespéré. En atteignant la rue, j'ai couru, sans but précis, mais déterminé à mettre le plus de distance possible entre moi et cette église maudite. Alors que je quittais le village, je me suis retourné une dernière fois. La tour de l'église se découpait dans le ciel nocturne. Et là, tout en haut, j'ai vu une forme sombre, immobile, me fixant. Ce n'était pas une statue. C'était elle. Depuis, je n'ai jamais osé revenir. Mais même loin du village, le son du clocher me poursuit. Certaines nuits, à 3 heures précises, je l'entends, faible mais distinct, comme un écho lointain qui me rappelle que cette histoire n'est pas terminée. Et dans ces moments-là, je sais que je ne suis jamais vraiment seul. Cela faisait des décennies que je n'avais pas mis les pieds dans le pueblo de ma grand-mère. Depuis mon enfance, j'avais perdu le contact avec ce coin reculé de la campagne. Pourtant, après tout ce temps, j'ai décidé d'y retourner, comme un appel mystérieux venant du fond de ma mémoire. Il y avait quelque chose d'inexplicable, une sorte de pression silencieuse qui m'attirait vers ce lieu. Le voyage était long, solitaire, et la route semblait se dérouler sans fin sous un ciel lourd de nuages. Je n'avais pas anticipé ce que j'allais trouver. Au fur et à mesure que je m'approchais du pueblo, je remarquai une étrange couche de sel recouvrant la terre battue de la route. Je ralentis instinctivement, l'odeur du sel me frappant les narines. C'était étrange, mais pas totalement incompréhensible dans un endroit aussi isolé. Peut-être que c'était pour prévenir les mauvaises herbes ou les animaux qui se risquaient à traverser. Cependant, plus je m'en approchais, plus cette couche semblait excessive. Pas un seul centimètre de la route n'était exempt de ce sel, comme si quelqu'un l'avait déversé intentionnellement sur toute la longueur du chemin. Mais pourquoi autant? J'avais beau réfléchir, la question restait sans réponse. En arrivant au village, je vis la silhouette de ma grand-mère sur le perron de la vieille maison en bois, son regard fixant la route. Lorsqu'elle m'aperçut, un frisson traversa son corps. Elle se précipita vers ma voiture, les yeux écarquillés de terreur. « Ne touche pas au sel !» s'écria-t-elle avant même que je puisse sortir de la voiture. « Ne le touche surtout pas, Victor !» Son ton était plein de panique, comme si elle avait vu un fantôme, ou pire, comme si elle m'avait vu traverser une frontière invisible. Je n'avais jamais vu ma grand-mère dans un tel état, sa voix tremblante trahissant une peur que je n'avais jamais perçue chez elle. Elle attrapa mes bras avec une force surprenante pour une femme de son âge, m'éloignant de la route. « Vite, entre dans la maison, vite !» me dit-elle, les yeux fixés sur le chemin derrière moi, comme si elle attendait quelque chose d'invisible. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait, mais je la suivis sans poser de questions. Une fois à l'intérieur, elle ferma précipitamment les volets, les portes, et se tourna vers moi, le visage marqué par une expression que je n'avais jamais vue auparavant, un mélange de terreur et de résignation. « Tu ne sais pas ce que tu as fait, Victor, murmura-t-elle. Tu ne sais pas ce que tu as réveillé en venant ici. » La première nuit au pueblo fut comme une expérience étrange, presque irréelle. L'air dans la maison était lourd, saturé d'une odeur d'humidité et de bois ancien. Ma grand-mère, malgré ses avertissements et sa nervosité évidente, s'assoupit tôt, comme si elle était épuisée par une sorte de peur invisible. Je restai éveillé dans ma chambre, écoutant les bruits familiers du village, le vent qui sifflait à travers les fissures des murs, le bruit lointain des animaux dans la campagne, et le crissement des arbres qui bougeaient doucement sous l'effet de la brise. Mais au fil de la nuit, quelque chose d'inhabituel se produisit. D'abord, ce fut un bruit léger, presque imperceptible, comme des pas dans le couloir. Au début, je pensais que c'était un rêve, un vestige de ma fatigue accumulée durant le voyage. Mais les bruits s'intensifièrent. Ils se rapprochèrent, de plus en plus proches, comme si quelqu'un marchait autour de la maison, puis s'arrêtait soudainement juste derrière la porte de ma chambre. Mon cœur battait plus fort, chaque bruit me paralysant un peu plus. Je me levai lentement, tentant de ne faire aucun bruit. En passant près de la fenêtre, j'aperçus une lueur étrange qui traversait les rideaux épais. Ce n'était pas la lumière de la lune, ni celle d'un phare ou d'une voiture. C'était une lumière pâle et vacillante, presque spectrale. Je me tournai rapidement vers la porte. Les pas avaient cessé, mais un étrange silence s'était installé,
comme si tout avait été figé. Mais alors, en me dirigeant vers la porte, je remarquai quelque chose qui me fit frissonner. Des marques de mains, petites, mais profondes, étaient apparues sur la vitre de la fenêtre. Elles semblaient pressées contre la surface de verre, comme si une main invisible avait été posée là, puis retirée avec une force étrange. Je m'approchai, touchant la fenêtre du bout des doigts, sentant une sensation glacée m'envahir. La sueur froide coula dans mon dos alors que je scrutais la pièce à travers la vitre. Il n'y avait personne. Pourtant, les marques étaient indéniables. J'avais vu de mes propres yeux ces mains grotesques, presque déformées, qui semblaient appartenir à quelque chose d'autre, quelque chose qui ne devait pas être là. La panique monta en moi. Je retournai précipitamment dans ma chambre et fermai les rideaux, espérant que la couverture d'obscurité me protégerait. Mais avant que je ne puisse me glisser sous les couvertures, un nouveau bruit me fit sursauter, une porte, dans la maison, qui grinça lentement. Un bruit familier, mais ce soir-là, il résonnait comme un présage funeste. Je courus vers la porte de la chambre de ma grand-mère, m'inquiétant de la retrouver seule dans cette maison, entourée de forces invisibles. Mais avant même que je n'atteigne la porte, un cri perça la nuit. Un cri déchirant, un cri d'agonie, comme si ma grand-mère était en train de se battre avec quelque chose, ou pire, quelqu'un. Je m'élançai dans le couloir, le cœur battant à tout rompre, mais lorsque j'arrivai dans la pièce, elle était là, assise sur son lit, tremblante, ses mains posées sur sa tête. Elle fixait le sol, complètement absente, comme si elle était en transe. Je me précipitai vers elle, et d'une voix tremblante, je demandai « Grand-mère, qu'est-ce qui se passe? Qui était ce ?» Elle leva lentement la tête, ses yeux remplis de terreur, et souffla, comme si elle avait du mal à prononcer chaque mot. « C'est eux. Ils sont venus, Victor. Ils savent que tu es ici maintenant. » Le matin suivant, l'atmosphère dans la maison était encore lourde de la terreur de la nuit précédente. Ma grand-mère était restée dans sa chambre, ne se levant que rarement pour manger quelques bouchées de pain sec. Ses yeux, cernés et remplis de peur, ne me quittaient jamais, comme si elle me voyait sous un jour nouveau, comme si ma simple présence dans ce lieu avait réveillé quelque chose de sombre et de dangereux. J'avais besoin de comprendre ce qui se passait. Pourquoi ces entités, ces créatures invisibles, se manifestaient-elles de cette façon? Et pourquoi le sel, cet élément si simple, semblait être au centre de tout cela? C'est alors que, dans un élan de curiosité et de nécessité, je m'approchai de ma grand-mère, qui était assise près de la fenêtre, les mains tremblantes sur ses genoux. Je posai la question qui me brûlait les lèvres depuis la veille. « Grand-mère, de quoi parlait-on hier soir? Pourquoi le sel est-il si important? Pourquoi m'as-tu dit de ne pas y toucher ?» Elle resta silencieuse pendant un long moment, les yeux fixés sur le petit tas de sel qui reposait près de la porte d'entrée. Puis, finalement, elle tourna son regard vers moi, un regard lourd de secret, comme si elle n'avait plus d'autre choix que de tout me révéler. « Le sel, il n'est pas là pour repousser les mauvaises herbes ou les animaux, Victor. Le sel est là pour les empêcher de passer. Les créatures qui hantent ce village, elles ne sont pas comme nous. Elles viennent de loin, de ténèbres anciennes, et elles ont été attirées ici depuis des siècles. Chaque nuit, le sel empêche qu'elles n'envahissent la maison. C'est notre seule protection. » Je la regardai, déstabilisé par la gravité de ces mots. « Et pourquoi m'as-tu dit de ne pas toucher au sel? Je ne comprends toujours pas. » Elle soupira, une expression de regret et de crainte traversant son visage. « Parce que, mon cher, ton retour ici, tu as brisé quelque chose. Chaque fois que quelqu'un quitte ce pueblo, il laisse derrière lui une partie de lui-même. Mais quand on revient, ce que l'on a laissé dans le monde extérieur peut se réveiller, et cela perturbe l'équilibre. C'est pour cela que nous avons placé du sel sur la route. C'est pour créer une barrière, pour empêcher ceux qui nous ont quittés de revenir. Mais toi, tu as franchi cette barrière. » Je reculai d'un pas, le cœur serré. « Donc, si je suis ici, ces entités savent que je suis revenu. Elles me suivent, n'est-ce pas? » Ma grand-mère hocha lentement la tête. « Oui, et elles savent que tu es lié à ce village, Victor. Elles savent que tu fais partie de ce cycle. Et elles sont attirées par toi. Mais il n'est pas trop tard. Nous pouvons encore les empêcher de pénétrer, mais il faut que tu comprennes que si tu veux protéger ce lieu, tu devras sacrifier quelque chose de précieux. » Elle me regarda profondément dans les yeux, comme si elle attendait une réponse, mais je ne savais pas quoi dire. « Que dois-je sacrifier? » demandai-je enfin, une angoisse croissante m'envahissant. « Tu dois choisir, Victor, murmura-t-elle. Ou tu abandonnes ta place ici, tu repars et tu ne reviens plus jamais, ou tu restes et tu acceptes ce qui vient avec ton retour. Mais sache une chose, les entités ne partent jamais complètement. Elles attendent toujours, et elles viendront plus fortes encore si tu restes. » Je ne pouvais plus reculer. Quelque chose en moi,
peut-être un sentiment d'obligation envers ma famille, m'empêchait de partir. Mais à cet instant, une question me taraudait l'esprit. Avais-je vraiment le choix? La nuit tomba sans qu'aucune des deux parties, moi ou ma grand-mère, n'ait trouvé de réponse satisfaisante aux questions qui tourbillonnaient dans nos têtes. Nous étions suspendus à un fil invisible, tendus entre l'inconnu et l'horreur qui s'approchait lentement. À l'extérieur, le vent soufflait toujours, mais il portait avec lui une sorte d'inquiétude palpable, comme si la terre elle-même ressentait ce que nous traversions. Ma grand-mère m'avait averti, les entités n'étaient pas comme les fantômes que l'on entend dans les histoires. Non, elles étaient bien réelles, des créatures sans forme, venues d'un autre monde. Elles rôdaient autour de la maison chaque nuit, attirées par l'énergie que je dégageais, une énergie perturbée par mon retour. Le sel ne serait plus suffisant. Même la barrière qu'il créait semblait se fissurer, comme si elle était maintenant consciente de ma présence ici, une présence qui éveillait des forces que je ne pouvais pas comprendre. Il n'y avait plus de retour en arrière, de toute évidence. Cette nuit-là, les bruits commencèrent plus tôt que la veille. Des grincements, d'abord, comme si la maison elle-même se tortillait sous une pression invisible. Puis, des sons plus distincts, plus clairs, des pas, mais pas comme ceux d'une personne normale. Ces pas étaient irréguliers, lourds, lents. Ils semblaient peser sur le sol, comme si la terre elle-même s'affaissait sous eux. Je me levai de mon lit, terrifié mais incapable de rester inactif. Mon cœur battait dans ma gorge, et mes mains tremblaient alors que je m'approchais de la fenêtre. Je n'osais pas ouvrir les rideaux, mais je jetai un coup d'œil par la petite fissure entre deux planches. Il n'y avait rien de visible. Rien d'autre que l'obscurité totale. Mais je le sentais. Ils étaient là, tout autour de la maison, dévalant le jardin, se faufilant entre les arbres, se rapprochant avec une détermination terrifiante. Soudain, un bruit sec, comme un claquement. Puis un autre. Et encore un autre. Je me retournai brusquement, le souffle coupé. Une série de mains, des empreintes énormes, apparaissaient sur la fenêtre. Elles étaient sales, pleines de terre et de poussière, comme si elles venaient de sous terre. Je m'approchai lentement de la vitre, le regard hypnotisé par ces marques. Les mains étaient comme des ombres, floues mais tangibles, leur contour noir et déformé. Elles bougeaient, s'étiraient, se pressaient contre la vitre comme si elles essayaient d'entrer. La chaleur m'envahit, et une sueur glacée perla sur mon front. Je fis un pas en arrière, et alors, une voix faible, presque un chuchotement, se fit entendre. Elle venait de l'extérieur, du côté de la porte d'entrée. C'était un murmure, comme une invocation, une prière d'un autre monde. « Victor! Victor !» C'était mon nom, chuchoté, mais d'une manière qui n'était pas humaine. Une voix rauque, comme si elle avait été formée par des millions de bouches, chacune crachant des mots inaudibles. La terreur monta en moi comme un tsunami. Je savais que je ne devais pas ouvrir la porte, que chaque fibre de mon être me criait de m'échapper, mais mes jambes étaient figées. Les empreintes sur la fenêtre devinrent plus grandes, plus profondes, comme si une pression énorme les forçait à s'agrandir. Et puis, tout à coup, elles se retirèrent. Une pause angoissante suivit, et dans ce silence lourd, une silhouette sombre se dessina devant la porte. Un mouvement flou, comme une ombre massive. C'était là, dehors, me regardant à travers la porte close. Je n'eus pas le temps de réfléchir. La silhouette se dissipa, et avant même que je ne puisse respirer, un cri perça la nuit. Il venait de la chambre de ma grand-mère. Un cri de douleur, un cri de terreur, comme si elle avait été frappée par quelque chose d'invisible, d'impensable. Je me précipitai dans sa direction, mon cœur battant à toute vitesse, mais ce qui m'attendait là, dans cette pièce, allait bouleverser tout ce que je pensais savoir sur ce lieu. Je brisai la porte de la chambre de ma grand-mère en la poussant d'un coup brutal, mon corps tremblant de panique. Mais ce que je découvris à l'intérieur me glaça le sang. Elle était là, assise sur son lit, toujours immobile, ses yeux grands ouverts mais vides, comme si elle ne me voyait même pas. La chambre, qui était normalement baignée d'une lumière tamisée, semblait maintenant plongée dans une obscurité presque surnaturelle, comme si la pièce elle-même rejetait la lumière. L'air était lourd, chargé d'une pression électrique qui me faisait étouffer à chaque respiration. Je m'approchai d'elle, mais avant que je ne puisse lui parler, une brume noire, fluide comme de l'encre, commença à se former dans l'angle de la pièce. Lentement, la brume s'étendit, s'élevant du sol comme une entité vivante. Une forme émergea peu à peu, une silhouette sombre, tordue, qui semblait se nourrir de la peur elle-même. Son visage était un masque déformé, sans expression, sans yeux, mais je pouvais sentir son regard me transpercer, comme une présence oppressante qui envahissait toute ma pensée. Je reculais, une terreur pure et primitive m'envahissant, mais ma grand-mère ne bougea toujours pas.
Elle était figée, comme si elle ne ressentait plus rien, comme si la brume l'avait déjà engloutie d'une manière que je ne comprenais pas. Puis, d'une voix grave et désincarnée, la silhouette parla, mais ces mots semblaient venir de partout et de nulle part à la fois. Tu pensais pouvoir revenir, n'est-ce pas, Victor? Pensais-tu que ce lieu t'accepterait à nouveau, après ce que tu as fait, après ce que ta famille a fait? Je tentais de crier, de bouger, mais mes lèvres restèrent figées, mon corps paralysé par la terreur. Je voulais fuir, mais l'air même semblait m'enserrer, m'empêchant de respirer. La silhouette se rapprocha, son apparence de plus en plus nette, et je distinguai enfin ses traits, ou plutôt, son absence de traits. Elle était un vide, une ombre qui absorbait tout, y compris la lumière. Elle tendit une main vers moi, et quand elle parla à nouveau, ce ne furent pas des mots, mais une révélation brute, un choc électrique qui me traversa l'âme. Ton retour ici n'était pas un accident. Tu as été attiré, appelé, par un pacte vieux comme le village. Un pacte que ta famille a fait il y a longtemps. Ils ont laissé une porte ouverte, une porte que seul quelqu'un de leur sang pouvait franchir, quelqu'un qui, comme toi, appartient à ce monde et à l'autre. Mais en franchissant cette porte, tu réveilles tout ce qui dort. Et tu devras choisir. Choisir si tu seras l'héritier de ce pacte, ou si tu le briseras à jamais. Je n'avais aucune idée de ce qu'elle voulait dire. Le sol sous mes pieds sembla se dérober, et je m'effondrai à genoux, le cœur battant à tout rompre. La brume se resserra autour de moi, et soudain, je compris que ce n'était pas simplement le village ou ma famille qui étaient liés à cette malédiction. C'était moi. Ma propre existence, mes choix, étaient enracinés dans quelque chose de bien plus ancien, bien plus sombre, que je n'aurais jamais pu imaginer. La silhouette s'éloigna lentement, sa voix se réduisant en un murmure désincarné. Tu as déjà fait ton choix, Victor. Le sel ne te protégera plus. À cet instant, la pièce se remplit d'un bruit sourd, comme un grondement lointain qui venait du sol, de la terre elle-même. Les murs tremblèrent, et dans un cri désespéré, je compris enfin ce que ma grand-mère voulait dire. C'était trop tard pour partir. Les entités étaient déjà là, prêtes à prendre ce qu'elles réclamaient. Et je n'avais plus aucune échappatoire. Le village, la maison, ma famille, tout cela n'était que des maillons d'une chaîne infinie, un cycle qui se répétait. Et je venais de m'y enfermer pour de bon. Je suis arrivé à San Lorenzo il y a quelques mois seulement. C'est un petit pueblo isolé, niché entre des collines brumeuses, où chaque pierre semble porter le poids du passé. Les habitants, bien que gentils, ont quelque chose de réservé, comme s'ils gardaient en eux des secrets qu'ils préféraient ne pas partager. Ici, les traditions sont sacrées. Pas question de les remettre en question, encore moins de les ignorer. L'une d'elles m'a particulièrement intrigué. La veille du dia de Los Muertos, toutes les lumières doivent être éteintes. Pas une bougie, pas une lampe, rien. Le village entier plonge dans une obscurité totale, et personne ne parle. Ils appellent cela la nuit des âmes. D'après eux, les esprits des défunts errent cette nuit-là à la recherche de repos, et la lumière ou le bruit pourrait les troubler, les empêcher de trouver leur chemin. Au début, j'ai trouvé cette histoire fascinante, presque poétique. Mais plus j'en parlais aux habitants, plus leur insistance me semblait exagérée. Maria, la voisine qui m'apportait parfois des empanadas, a même baissé la voix en me racontant que, des années auparavant, un homme avait défié la tradition. On ne l'avait jamais revu. Des bêtises, ai-je pensé. Je suis professeur, une femme de raison. Je n'allais pas me laisser impressionner par des légendes locales. Alors, j'ai décidé que cette année, je ne suivrais pas leur étrange rituel. Je voulais voir par moi-même, prouver que tout cela n'était qu'une superstition. Ce soir-là, je me suis préparé comme pour un défi. J'ai fermé toutes les fenêtres et j'ai disposé quelques bougies sur la table du salon, juste assez pour éclairer la pièce sans trop attirer l'attention depuis l'extérieur. J'avais aussi installé mon téléphone sur un trépied, prêt à enregistrer la nuit entière. Mon objectif était simple, montrer qu'il ne se passait rien d'inhabituel à San Lorenzo, même si les lumières restaient allumées. Le village, habituellement déjà silencieux, semblait cette nuit-là figé dans un calme irréel. Pas un souffle de vent, pas un cri d'oiseau. À mesure que les heures passaient, ce silence pesant commençait à me mettre mal à l'aise. Je tentais de me rassurer en griffonnant des notes ou en vérifiant mes vidéos, mais une partie de moi ressentait une tension inexplicable, comme si je transgressais une règle fondamentale. Vers 22 heures, tout devint encore plus étrange. Je crus entendre des bruits, lointains mais distincts, des murmures étouffés, comme si plusieurs voix parlaient en même temps. Je me suis levé pour écouter, mais dès que je m'approchais des fenêtres, les sons disparaissaient. J'ai balayé la rue du regard. Elle était déserte, plongée dans une obscurité profonde. Pourtant,
Ces murmures continuaient de résonner dans ma tête. Peut-être était-ce mon imagination? J'ai essayé de rire de moi-même. Après tout, j'étais seul, dans un village que je connaissais à peine, entouré de légendes auxquelles je refusais de croire. Mais au fond de moi, une petite voix commençait à douter. Pourquoi ce silence semblait-il si lourd, si menaçant? Il était minuit quand tout a basculé. Alors que j'ajustais la caméra pour vérifier qu'elle enregistrait bien, une lueur vacillante a attiré mon attention. Je me suis précipité vers la fenêtre. Dehors, une procession étrange avançait lentement dans la rue principale. Ils étaient une dizaine, peut-être plus, tous vêtus de longues capes noires avec des capuches qui cachaient leur visage. Chacun tenait une bougie, dont la flamme vacillait dans l'obscurité totale. Ils marchaient en silence, leurs pas à peine audibles sur les pavés. Mais ce qui me glaça le sang, ce furent les murmures. Une sorte de chant guttural et répétitif, dans une langue que je ne reconnaissais pas. J'étais fasciné et terrifié à la fois. Qui étaient-ils? Aucun des habitants ne m'avait parlé d'une telle procession. Leurs mouvements semblaient étrangement synchronisés, comme s'ils obéissaient à une force invisible. Mon premier réflexe fut d'attraper mon téléphone pour filmer. Mais lorsque je regardais l'écran, la rue apparaissait vide. Aucun signe de ces figures. Pourtant, je les voyais parfaitement de mes propres yeux. Mon cœur battait à tout rompre. Je décidai d'en avoir le cœur net. Ouvrant la fenêtre avec précaution, je leur criai. « Qui êtes-vous? Que faites-vous ici ?» Ils ne répondirent pas. Pas un regard, pas un geste. Ils continuaient leur marche, imperturbables, comme si je n'existais pas. J'ai voulu descendre, les suivre, mais une sensation étrange me cloua sur place, un instinct profond qui me disait de rester à l'intérieur. Alors que je restais figé à ma fenêtre, mes yeux furent attirés par un détail qui fit monter en moi une terreur glaciale. Dans le verre de la fenêtre, je vis mon propre reflet, mais il ne faisait pas ce que je faisais. Mon reflet marchait. Il avançait aux côtés de la procession, une bougie à la main, le regard vide, suivant le rythme des figures encapuchonnées. Pourtant, je ne bougeais pas. J'étais là, immobile, à l'intérieur de ma maison, mais mon double, non, ça, continuait à marcher dans la rue sombre. Je me suis reculé brusquement, renversant une chaise derrière moi. Le bruit fut assourdissant dans le silence de la pièce. Mais dehors, rien ne changea. Les figures ne réagirent pas. Mon reflet non plus. Il continua à marcher lentement, disparaissant petit à petit dans l'obscurité. Je me suis précipité vers le miroir de la salle à manger pour vérifier. Cette fois, mon reflet semblait normal, reproduisant mes gestes avec une précision familière. Pourtant, la sensation persistante d'un décalage me rongeait. Quand je retournai à la fenêtre, les figures avaient disparu. C'est alors que mes bougies, l'une après l'autre, commencèrent à s'éteindre, comme si une main invisible soufflait sur chaque flamme. Je tentai de les rallumer, mais les allumettes se brisaient ou refusaient de prendre feu. La pièce plongea dans une obscurité oppressante. Et dans cette obscurité, je sentis que je n'étais plus seul. Le matin suivant, San Lorenzo semblait inchangé. Le soleil baignait les ruelles de sa lumière dorée, les habitants sortaient prudemment de leur maison, reprenant leur routine comme si de rien n'était. Mais chez moi, tout était différent. Quand Maria frappa à ma porte pour m'apporter le petit déjeuner, une attention qu'elle avait coutume d'avoir, je ne répondis pas. Elle trouva cela étrange. L'après-midi, 2 hommes du village vinrent vérifier. La porte n'était pas verrouillée, et en entrant, ils découvrirent une scène déconcertante. Les bougies que j'avais allumées étaient consumées jusqu'à la dernière goutte de cire, mais aucune trace de moi. Mon téléphone, toujours fixé sur son trépied, contenait des heures d'enregistrement. Cependant, toutes les vidéos étaient inutilisables, des images de statique, accompagnées d'un bruit de fond étrange, un murmure indistinct qui semblait contenir des mots, mais dans une langue que personne ne pouvait identifier. Les habitants commencèrent à chuchoter que j'avais rejoint la procession. Certains jurèrent m'avoir vu cette nuit-là, vêtu de noir, une bougie à la main, marchant silencieusement dans les rues comme les autres. D'autres affirmèrent qu'ils avaient entendu une voix étrangère se mêler à leurs prières nocturnes. Désormais, la nuit précédant le dia de Los Muertos est encore plus sacrée. Personne ne s'aventure dehors, et les fenêtres sont barricadées. On murmure que ceux qui osent briser la tradition sont emportés pour toujours, rejoignant les âmes errantes dans leur quête éternelle de repos. À San Lorenzo, mon nom est devenu une légende, un avertissement murmuré aux oreilles des étrangers, ne défie jamais la nuit des morts. Je suis arrivé dans ce petit pueblo isolé après des heures de marche sous un soleil de plomb. La poussière collait à mes vêtements, ma gorge était sèche, et tout ce que je cherchais, c'était un peu d'eau et un endroit où passer la nuit.
Les maisons en pierre et en terre battue semblaient figées dans le temps, comme si ce village avait été abandonné par le reste du monde. Les rares habitants que j'ai croisés m'ont regardé avec méfiance, certains fermant leurs portes avant même que je ne les approche. Finalement, une vieille femme assise devant sa maison m'a lancé un regard curieux mais compatissant. Je lui ai demandé où je pouvais trouver de l'eau. Elle a pointé son doigt noueux vers une petite place où se trouvait un puits au centre. Pourtant, son expression a changé dès qu'elle a compris que je comptais m'en approcher. « Écoutez-moi bien, étranger », m'a-t-elle dit d'une voix tremblante. « Ne touchez pas à ce puits. Rien de bon n'en sort. » Intrigué, je lui ai demandé pourquoi. Elle a baissé les yeux et murmuré comme si elle avait peur que quelqu'un ou quelque chose puisse entendre. « Ce puits, il est maudit. On dit que des choses y ont été jetées il y a longtemps. Des choses qui n'ont jamais trouvé le repos. » Un autre homme, plus jeune, s'est approché alors que j'insistais pour comprendre. Il a ajouté avec une gravité palpable. « Ceux qui ignorent les avertissements regrettent toujours. Mais vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Nous, on ne s'approche pas. » Ils n'en ont pas dit plus. Je les ai remerciés et me suis éloigné, mais leur comportement avait éveillé ma curiosité. Pourquoi un simple puits provoquerait-il tant de peur? La fatigue et le besoin d'eau me poussaient à ignorer leurs avertissements. Peut-être étaient-ils simplement superstitieux. Alors que je m'approchais du puits, je remarquai qu'il semblait ancien, avec des pierres usées par le temps et une corde effilochée qui pendait au-dessus. Le vent s'était levé, et, curieusement, l'air autour du puits semblait plus frais, presque glacial. Je me suis arrêté un instant, hésitant. Les mots de la vieille femme résonnaient dans ma tête, mais je les ai repoussés. Je n'étais pas du genre à croire aux contes et légendes. Je m'approche du puits avec précaution, mais en essayant de me convaincre que ce n'est qu'un vieux trou dans le sol. Pourtant, quelque chose d'indéfinissable semble peser dans l'air. Peut-être était-ce simplement la fatigue qui jouait avec mes nerfs. Je saisis la corde rugueuse et commence à abaisser le seau. Chaque grincement de la poulie résonne étrangement fort, comme si le bruit s'étirait dans le silence environnant. Alors que le seau descend lentement, j'entends un son. Au début, je pense que c'est le vent qui s'engouffre dans le puits, mais rapidement, cela devient clair. Ce sont des mots. Faibles, à peine audibles, mais ils sont là. Aidez-moi! Je m'arrête net, ma main serrant instinctivement la corde. Mon cœur s'accélère. J'écoute, retenant mon souffle. La voix est fragile, presque brisée, mais elle est distincte. Elle répète, plus fort cette fois. Aidez-moi! Un frisson me parcourt l'échine. Je jette un coup d'œil autour de moi, mais il n'y a personne. Le pueblo est désert. La voix vient clairement du puits. Je tire la corde pour remonter le seau, mais quelque chose me pousse à aller plus loin. Je prends ma lampe torche dans mon sac et je l'allume. Je m'approche du rebord et éclaire l'intérieur. Au début, je ne vois que de l'eau noire et stagnante, mais en abaissant la lumière, mon regard tombe sur les parois de pierre. Elles sont marquées, griffées. Des dizaines, peut-être des centaines de marques de griffures tapissent les pierres, certaines profondes, d'autres à peine visibles. Les lignes se croisent, se superposent, comme si quelqu'un ou plusieurs personnes avaient désespérément essayé de grimper pour sortir. « Qui est là ?» demandai-je, ma voix tremblant malgré moi. Le silence. Puis, soudain, la voix me répond, et cette fois, elle prononce mon nom. « Miguel !» Je recule brusquement, manquant de perdre l'équilibre. Comment cette chose pouvait-elle savoir mon nom? Je laisse tomber la lampe torche dans l'herbe et m'éloigne du puits, le souffle court. Derrière moi, la voix continue, murmurant mon prénom, encore et encore, comme une litanie. Je ne savais pas encore que cette voix, cette chose, ne resterait pas au fond du puits. Elle m'avait trouvé, et elle ne comptait pas me lâcher. Quand je suis rentré dans la petite cabane que j'avais louée pour la nuit, j'étais encore secoué. Je n'arrêtais pas de me répéter que c'était une illusion, un simple effet de mon imagination alimenté par les avertissements des habitants et par ma fatigue. Pourtant, cette voix, elle avait dit mon nom. Et les marques dans le puits? Non, ce n'était pas normal. Je verrouillai la porte et m'assis sur le lit, essayant de calmer mon esprit. Mais le silence de la cabane était oppressant, et il semblait amplifié par l'obscurité qui s'étendait à l'extérieur. J'ai bu une gorgée d'eau et me suis allongé, espérant que le sommeil me libérerait de cette étrange tension. C'est alors que je l'entendis de nouveau. « Miguel !» Mon sang se glaça. La voix était là, faible mais distincte, et elle venait de l'extérieur, près de la fenêtre. Je me suis figé, mon cœur battant à tout rompre, écoutant attentivement. « Miguel !» C'était un murmure, mais cette fois, il semblait plus proche. Je me levai lentement et m'approchai de la fenêtre. À travers les volets entr'ouverts, je n'aperçus que l'obscurité. Rien ne bougeait. Pas un bruit,
sauf cette voix qui continuait, répétant mon nom comme une prière obsédante. Je reculai, effrayé. Peut-être que quelqu'un me faisait une mauvaise blague. Mais qui? Je ne connaissais personne ici, et les habitants semblaient bien trop effrayés pour s'aventurer près du puits, encore moins pour suivre un étranger. Je tentais de me convaincre que c'était le vent, une hallucination due au stress. Pourtant, la voix persistait. Chaque fois que je pensais qu'elle s'éteignait, elle revenait, plus claire, plus insistante. Quand je m'assis sur le lit, épuisé et à bout de nerfs, quelque chose attira mon attention. Ce n'était plus seulement la voix. C'était un bruit, léger mais identifiable, des pas. Il résonnait doucement sur le plancher de la cabane, comme si quelqu'un marchait lentement, précautionneusement. Mon regard se dirigea instinctivement vers la porte, mais elle était toujours verrouillée. Alors, d'où venait ce bruit? Puis, j'eus la sensation glaciale d'être observé. Une présence lourde, oppressante, semblait emplir la pièce. Je n'osais pas bouger. Les pas se sont arrêtés, et pendant un instant, il n'y eut que le silence. Mais je savais que je n'étais plus seul. J'étais là, dans cette pièce étouffante, les oreilles bourdonnantes de silence. Mon cœur battait si fort dans ma poitrine que je pouvais l'entendre, pulsant dans mes tempes. J'avais cette sensation étrange, comme si la pièce elle-même se resserrait autour de moi, comme un piège invisible prêt à se refermer. Je n'osais pas bouger, pas parler, de peur que la moindre vibration de l'air ne trahisse ma position. Je restais là, immobile, le regard fixé sur la porte verrouillée, mais cette sensation, cette présence. Elle était là, bien plus proche, plus tangible que jamais. Un frisson glacé me parcourut la colonne vertébrale, et c'est alors que je sentis quelque chose, ou plutôt quelqu'un, sous mon lit. Les pas, ces pas qui avaient résonné dans la pièce, étaient désormais inexistants. Mais la pression, cette tension dans l'air, elle ne partait pas. Mon instinct me hurlait de regarder, de vérifier, mais mon corps refusait d'obéir. Le souffle court, je restais là, figé, écoutant ce silence de plus en plus lourd. Et puis, un léger grincement. Une simple craquement du bois, mais qui résonna comme un rugissement dans mes oreilles. Mes yeux se sont fixés sur le sol sous mon lit, mais je ne voyais rien. Je sentais juste, cette présence, là, tout près. Ce n'était pas normal. Je ne pouvais pas me convaincre que c'était le vent, ou mon imagination. Quelque chose se cachait là-dessous, quelque chose qui m'observait. La sensation était accablante, comme si des yeux invisibles me perçaient l'âme. Puis, un autre bruit, plus proche, un léger froissement, comme si quelqu'un se déplaçait lentement sur le sol, sous le lit. La peur m'envahit, envahissant chaque cellule de mon corps. Je voulais crier, courir, mais mes jambes ne réagissaient pas. Et alors, d'un coup, une main glacée se glissa contre la surface du matelas, du dessous, frôlant mes pieds, m'envoyant une décharge de terreur pure. Je sursautai, prêt à hurler, mais aucun son ne sortit de ma gorge. Mes yeux se fixaient désormais sur le bord du matelas, où une ombre noire se déplaçait lentement, glissant sans bruit. Un souffle froid effleura mes chevilles, et je compris alors que quelque chose était là, juste sous moi, dans l'obscurité, me suivant, m'attendant. Miguel? La voix. Elle était là, soufflée dans l'air, juste à côté de moi, plus proche que jamais. Elle n'était pas dans ma tête. Elle venait de sous le lit. Mon nom, prononcé dans un murmure glacé, m'envahit, me paralysant. La terreur prit possession de moi, me laissant sans force, sans mots. Et tout ce que je pouvais faire, c'était écouter la respiration lente et lourde qui venait de là-dessous, attendant, comme si la créature, l'entité, ou ce qu'elle était, attendait le moment propice pour surgir et me réclamer. Je ne dormis pas cette nuit-là. Chaque minute s'étirait comme une éternité, mon esprit tournant en cercle autour de ce que j'avais ressenti sous mon lit, cette présence glacée, les murmures, l'ombre furtive. Le matin arriva, mais il ne brilla pas comme il l'aurait dû. Le soleil perça timidement les volets, mais l'air était lourd, comme si l'obscurité n'avait pas quitté la pièce. Je pensais que tout cela avait été un mauvais rêve, un simple cauchemar. Mais je savais, au fond de moi, que ce n'était pas le cas. La sensation d'être observé ne m'avait pas quitté. Au contraire, elle s'était amplifiée, elle était devenue une présence constante, tapie dans les coins sombres de la cabane, dans le souffle du vent, dans les bruits de la nature à l'extérieur. En sortant de la cabane, j'ai immédiatement ressenti ce malaise, comme si les ombres du village se moquaient de moi, me regardaient, sachant que j'étais celui qui avait osé descendre au fond du puits. L'air était suffocant, et le silence accablant. Même les oiseaux semblaient avoir disparu. Le seul bruit qui me parvenait était celui de mes pas, résonnant dans le vide. Je marchais vers le village, mes yeux constamment fixés sur le chemin,
cherchant à éviter de croiser les regards des habitants. Mais il y avait quelque chose de différent, comme si le monde autour de moi s'était distordu. Le bruit des pas, ce n'était pas le mien. Il résonnait à côté de moi, juste derrière, comme une ombre qui ne me quittait pas. Je me retournais fréquemment, mais je n'avais jamais personne dans mon champ de vision. Puis, au détour d'une ruelle, j'entendis la voix de nouveau. « Miguel !» Cette fois, elle semblait surgir des murs même du pueblo. Chaque pierre, chaque fissure semblait la murmurer, me poursuivant. Je m'efforçais de ne pas réagir, mais il était trop tard. La voix ne m'avait pas seulement suivi jusqu'ici, elle avait envahi le village tout entier. Il n'y avait plus d'échappatoire. Le soir arriva, et je n'osais pas m'endormir, sachant que la créature ou l'entité, peu importe ce que c'était, n'attendait qu'une occasion pour me retrouver. Je m'assis sur une chaise, les yeux rivés sur la porte, redoutant qu'elle ne s'ouvre seule. C'est à ce moment-là que je l'entendis, plus distinctement que jamais. Un léger grattement, tout juste perceptible, comme des ongles contre la pierre, suivi d'un souffle rauque. Je ne pouvais plus ignorer l'évidence, elle était là, quelque part dans cette pièce, sous la forme d'une ombre, un murmure, une menace grandissante. Et cette fois, elle ne se contenterait pas de se cacher dans le noir. Elle voulait me faire sortir de ma cachette, me forcer à affronter ce qu'il y avait dans le puits. La voix continua de m'appeler, de plus en plus pressante, presque désespérée. Mais j'avais appris une chose, chaque fois que je répondais, elle devenait plus forte, plus proche, plus envahissante. Et je savais, dans une partie de mon esprit, que je ne pourrais jamais fuir ce que j'avais libéré ce jour-là. Nous roulions depuis plusieurs heures, et la fatigue commençait à peser. Mon mari, Eric, proposa de s'arrêter dans ce petit pueblo que nous avions aperçu par hasard sur la route. Le soleil déclinait, teintant le ciel de nuances orangées, et l'idée de nous dégourdir les jambes et d'acheter quelques provisions semblait raisonnable. Le village était étrangement calme. Pas un bruit, pas un mouvement. Les maisons, aux façades usées par le temps, semblaient figées dans une époque révolue. Nous avons garé la voiture devant ce qui ressemblait à une petite boutique. Une clochette grinçante retentit lorsque nous avons poussé la porte. L'intérieur était sombre, faiblement éclairé par une ampoule vacillante suspendue au plafond. Une odeur de cire et de poussière flottait dans l'air. Derrière le comptoir, une vieille femme aux cheveux gris emmêlés nous observait en silence. Ses yeux, perçants et d'un noir profond, semblaient lire en nous. « Vous cherchez quelque chose ?» demanda-t-elle d'une voix rauque, presque un murmure. Je parcourus les étagères avec un sourire gêné. Il n'y avait pas grand-chose, des conserves, quelques bouteilles d'eau et des bougies. Des dizaines de bougies noires, alignées comme des soldats. « Nous prendrons de l'eau et quelques biscuits, merci, » répondit Eric. Mais alors que je m'approchais du comptoir, la vieille femme posa devant nous une boîte contenant 3 bougies noires. « Prenez-les, » dit-elle avec insistance. « Elles vous protégeront. » Un frisson parcourut ma colonne vertébrale. Eric refusa poliment, mais son sourire se crispa en voyant l'expression de la femme changer. Son regard devint plus intense, presque menaçant. « Vous en aurez besoin, » répéta-t-elle en abaissant la voix. Nous avons payé nos achats et quitté la boutique précipitamment. En montant dans la voiture, je jetai un dernier coup d'œil en arrière. La vieille femme était encore là, immobile sur le seuil, ses yeux fixés sur nous, un sourire énigmatique sur les lèvres. Nous étions soulagés de quitter ce pueblo étrange. La lumière du jour s'effaçait rapidement, et la route déserte qui serpentait à travers les collines ajoutait à mon malaise grandissant. Eric tentait de détendre l'atmosphère en mettant de la musique, mais même cela n'arrivait pas à apaiser cette sensation oppressante qui pesait sur moi. Après 1 heure de route, nous sommes enfin arrivés à la maison. La nuit était tombée, et tout ce que je voulais, c'était prendre une douche et oublier cette étrange rencontre. Tandis qu'Eric déchargeait nos quelques provisions, j'allais ouvrir le coffre pour récupérer mon sac. C'est à ce moment-là que je les ai vues. Les bougies noires. Elles étaient là, posées dans un coin du coffre, exactement comme dans la boutique. Mes mains se mirent à trembler. « Eric, tu les as prises ?» demandai-je, la voix hésitante. Il me regarda, visiblement aussi surpris que moi. « Bien sûr que non. Tu sais bien que je les ai refusées. » Nous sommes restés figés un instant, incapables de comprendre comment ces bougies avaient pu arriver là. Eric tenta de rationaliser. Peut-être qu'elles avaient été glissées dans nos affaires par erreur. Peut-être que la vieille femme les avait mises là pendant que nous ne regardions pas. « Laisse tomber, on les jettera demain, » dit-il finalement, en prenant la boîte pour la déposer dans la garage. Mais cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Je ne cessais de revoir le visage de cette vieille femme, son sourire étrange, ses mots énigmatiques. Quelque chose clochait. Quelque chose que je ne pouvais pas l'expliquer. Et au fond de moi,
Je savais que ces bougies n'auraient jamais dû franchir le seuil de notre maison. La matinée a commencé de manière étrange. J'étais encore engourdi par une nuit presque blanche quand je suis descendu à la cuisine pour préparer du café. En entrant dans la pièce, mon cœur s'arrêta net. Les bougies. Elles étaient là, posées sur la table. Mais ce n'était pas leur simple présence qui me terrifiait, elles avaient été allumées et brûlées jusqu'à moitié. De la cire noire s'était écoulée sur la table, formant des motifs étranges, presque comme des symboles. « Eric !» criai-je, paniqué. Il arriva en courant, son visage encore marqué par le sommeil. Quand il vit les bougies, son expression changea instantanément, mêlant surprise et peur. « Je les avais laissées dans le garage, je te le jure, » balbutia-t-il. Nous étions pétrifiés. Comment étaient-elles arrivées là? Et surtout, qui les avait allumées? Comme si cela ne suffisait pas, d'autres phénomènes troublants se sont produits tout au long de la journée. En montant à l'étage, j'ai remarqué des marques de mains sur le plafond du couloir, comme si quelqu'un ou quelque chose avait marché là-haut. Les empreintes étaient petites, comme celles d'un enfant, mais elles avaient une forme étrange, presque tordue. Plus tard, alors que je me brossais les dents dans la salle de bain, j'ai remarqué de la buée sur le miroir, malgré le fait qu'il n'y avait pas d'eau chaude utilisée. Et au centre du miroir, une empreinte de main. Une empreinte que je n'avais pas vue auparavant. La nuit suivante, le bruit de pas résonnait dans la maison. C'était léger, presque furtif, mais il semblait se déplacer partout à la fois. Nous étions tétanisés, incapables de comprendre ce qui nous arrivait. Les bougies n'étaient pas de simples objets. Elles avaient amené quelque chose avec elles. Et ce quelque chose était désormais avec nous. Le lendemain matin, Eric et moi étions déterminés à mettre un terme à cette situation. Quelque chose de profondément malsain s'était infiltré dans notre vie, et cela semblait venir de ce maudit pueblo. Nous avons d'abord décidé de nous débarrasser des bougies. Eric les prit avec précaution et les plaça dans un sac poubelle, que nous avons immédiatement jeté dans une benne à quelques rues de la maison. Pourtant, même en faisant cela, une sensation désagréable persistait, comme si nous étions constamment observés. De retour à la maison, Eric proposa une idée, retourner au pueblo pour confronter la vieille femme. Peut-être qu'elle pourrait nous expliquer ce qui se passait, ou mieux, nous dire comment arrêter ça. Nous avons pris la voiture et roulé sur la même route que la veille, cherchant les repères que nous avions notés, le virage serré, le vieux panneau à moitié effacé, le chemin de terre qui menait au village. Mais après une heure de recherche, il n'y avait rien. Le pueblo n'était pas là. Nous avons fait demi-tour, vérifié les cartes, relancé le GPS, mais aucune mention d'un village correspondant à ce que nous avions vu. Même en revenant au point exact où nous avions garé la voiture la veille, tout avait disparu. Pas de maison, pas de boutique, rien. C'était comme si le village n'avait jamais existé. Une peur glaciale s'est emparée de nous. Ce n'est pas possible, on y était hier, je me souviens parfaitement, répétait Eric, sa voix tremblante. Alors que nous étions arrêtés sur le bas-côté pour essayer de comprendre, un détail attira mon attention. Au loin, sur la route, je crus apercevoir une silhouette. Une forme frêle et immobile, comme celle de la vieille femme. Je secouai la tête, pensant que mon esprit me jouait des tours, mais quand je regardais à nouveau, elle avait disparu. Quelque chose clochait terriblement, et nous étions seuls face à l'inconnu. De retour à la maison, un silence pesant régnait. Le trajet avait été long, ponctué par un sentiment croissant d'impuissance. Eric et moi étions exténués, mais l'idée de dormir nous terrifiait. Chaque recoin de la maison semblait désormais habité par une présence invisible, une force malveillante que nous ne comprenions pas. Cette nuit-là, les bruits commencèrent plus tôt. Des pas, mais aussi des murmures indistincts, comme si plusieurs voix chuchotaient en même temps. Nous étions enfermés dans la chambre, les lumières allumées, lorsque le cliquetis soudain de la poignée de porte nous figeait sur place. « Qui est là » cria Eric, la voix tremblante. Aucune réponse, seulement un silence oppressant. Puis, lentement, la porte s'ouvrit toute seule. Devant nous, dans l'ombre du couloir, les 3 bougies noires brûlaient, leurs flammes vacillant comme si elles respiraient. La boîte, celle que nous avions jetée, était posée à leur côté. Mais ce n'était pas tout. Les marques de mains étaient désormais partout, sur les murs, le plafond, et même sur le sol. Elles formaient un chemin menant directement à notre chambre. Je me mis à hurler, incapable de contenir ma panique, tandis qu'Eric attrapait mon bras pour me tirer hors de la maison. Nous avons couru, sans même penser à prendre quoi que ce soit, et monté dans la voiture. Alors qu'il démarrait, je me retournai pour jeter un dernier coup d'œil à notre maison. Sur la fenêtre de la chambre, une silhouette nous observait. Ce n'était pas une personne. Ses contours étaient indistincts, mais ses yeux. 2 points lumineux qui semblaient percer la nuit. Nous avons roulé sans nous arrêter,
décidant de ne jamais revenir. Mais quelque chose nous hante encore. Parfois, dans le silence de la nuit, je crois entendre des pas ou des murmures dans notre nouvel appartement. Et quand je regarde dans le miroir embué de la salle de bain, il m'arrive encore d'apercevoir une empreinte de main qui n'est pas la mienne. Je n'avais jamais imaginé que l'héritage d'une maison dans un village isolé pourrait changer ma vie de façon aussi dramatique. Lorsque j'ai appris que j'avais hérité de la vieille propriété de mon grand-oncle, un homme dont je n'avais jamais entendu parler, j'ai d'abord ressenti une curiosité étrange. La maison, située dans un pueblo reculé au cœur des montagnes, était en ruine, mais il y avait quelque chose d'intrigant dans ce lieu que je n'arrivais pas à définir. Le village était petit, presque figé dans le temps. Les maisons étaient dispersées, et les rues étroites se perdaient dans la brume épaisse qui semblait y résider en permanence. Dès mon arrivée, j'ai été frappé par l'atmosphère pesante qui régnait dans ce village. Les habitants, des gens simples et discrets, m'observaient avec une curiosité presque palpable. Mais ce qui m'a frappé le plus, ce furent leurs regards fuyants lorsqu'ils apprenaient que j'avais pris possession de la maison. Chacun, à sa manière, m'a mis en garde. Ne touchez pas à la porte du vieux quartier, m'ont-ils dit, presque à l'unisson. C'est un endroit que personne ne doit rouvrir. C'est celui des anciens propriétaires. J'ai demandé plus d'informations, mais les habitants se sont immédiatement refermés, comme s'ils avaient partagé un secret qu'il était préférable de ne pas évoquer. Certains se sont contentés de hocher la tête, murmurant des mots incompréhensibles. Mon instinct m'avertissait que quelque chose ne tournait pas rond, mais je n'arrivais pas à comprendre quoi. Pourtant, une part de moi était attirée par ce mystère, ce fameux quartier de la maison qui restait clos depuis des décennies. Lors de ma première visite à la maison, j'ai pu constater son état délabré. Les murs étaient recouverts de moisissures, les fenêtres avaient été scellées depuis des années, et la porte du fameux quartier était verrouillée, une vieille serrure rouillée ornait l'entrée d'un petit couloir, tout juste visible à travers une fissure dans le bois. L'air à l'intérieur était lourd, imprégné de poussière et de silence. Pourtant, il y avait quelque chose de fascinant dans cet endroit abandonné. Je ne pouvais m'empêcher de me demander ce qu'il y avait derrière cette porte. Mais les avertissements des villageois résonnaient encore dans ma tête. Ne touchez pas à cette porte. Pourtant, je ne pouvais m'empêcher de me demander ce que cachaient ces pièces. Pourquoi avait-elle été laissée dans un tel état? Et pourquoi cette porte était-elle la seule à avoir été soigneusement fermée, comme si elle abritait quelque chose qu'on voulait garder à tout prix secret? Les jours suivant mon arrivée se sont écoulés lentement, remplis de travaux de rénovation et de nettoyage. J'avais engagé une petite équipe pour réparer les toitures, déblayer les débris et rendre la maison un peu plus habitable. Malgré l'atmosphère étrange qui pesait sur le village, j'étais déterminé à redonner vie à cette vieille demeure. Mais, au fond de moi, une part de moi se demandait si la maison ne me réservait pas d'autres surprises, plus sombres. Un matin, après une longue journée de travail, je suis retourné chez moi, épuisé, espérant enfin pouvoir me reposer un peu. Le silence m'accueillit comme une étreinte glaciale, mais il n'était pas normal. Il semblait plus lourd que d'habitude, comme si la maison elle-même retenait son souffle. Je fis un tour rapide des pièces, vérifiant que tout était en ordre. C'est alors que je l'ai remarqué. La porte du fameux quartier était ouverte. J'avais pris soin de la verrouiller moi-même après ma dernière inspection. Et pourtant, elle s'était ouverte toute seule, sans bruit, sans signe d'intervention humaine. Mon cœur se mit à battre plus vite. Je me suis approché lentement, mes pas résonnant dans le silence épais de la maison. La poignée, pourtant vieille et rouillée, n'était pas endommagée. C'était comme si la porte s'était ouverte d'elle-même, sans que personne n'y touche. Hésitante, je suis entré dans le petit couloir qui menait à la pièce fermée depuis si longtemps. L'air était humide et lourd, et une odeur de bois moisi s'échappait de la pièce. La lumière peinait à pénétrer dans l'obscurité de l'intérieur, mais je pouvais distinguer des formes sombres, couvertes de poussière, comme si le temps s'était arrêté là, figé dans l'obscurité. Je n'avais aucune explication rationnelle pour ce qui venait de se produire, mais la peur commença à m'envahir. Ce n'était pas simplement la porte qui s'était ouverte, c'était l'ensemble de la situation qui semblait anormale. Pourquoi cette pièce était-elle restée scellée si longtemps? Qu'est-ce qui avait poussé les anciens habitants à l'isoler ainsi du reste de la maison? J'ai osé franchir le seuil de la porte. À l'intérieur, les meubles étaient recouverts de drap blanc, leur forme à peine visible sous la couche de poussière qui les recouvrait. La lumière filtrait faiblement à travers les fenêtres murées, créant des ombres longues et sinistres. Il n'y avait rien de particulièrement étrange dans la pièce, mais l'atmosphère y était étouffante, presque vivante. Je m'approchai d'une vieille commode et soulevai un drap qui recouvrait son tiroir supérieur. C'est là que je l'ai vu, un vieux journal, usé par le temps, dont les pages étaient jaunies. Curieuse, j'ai ouvert le journal.
Les premières lignes m'ont glacé d'effroi. Les anciens propriétaires, mentionnés à plusieurs reprises dans ces pages, avaient disparu sans laisser de traces, et ceux qui avaient osé ouvrir cette pièce semblaient condamnés à disparaître à leur tour. Je refermai le livre rapidement, mais le mal était fait. Quelque chose dans cette pièce, quelque chose dans ce journal, semblait m'aspirer, me lier à un destin qui m'échappait. Pourtant, je n'étais pas prêt à abandonner. Je devais comprendre, mais à ce moment-là, la maison sembla se resserrer autour de moi, comme si elle venait d'ouvrir un nouvel espace pour me piéger. Les jours suivants, la maison semblait plus silencieuse que jamais. Les bruits de rénovation avaient cessé, et je me retrouvais seul dans cet immense bâtiment. Le journal reposait toujours sur la commode, ses pages usées et jaunies par le temps. Il m'attirait malgré moi, comme une force invisible me poussant à en apprendre davantage. Mais plus je le lisais, plus je me sentais envahi par une sensation de malaise, comme si quelque chose m'observait dans l'ombre. Les premiers passages étaient inoffensifs, des souvenirs de la vie quotidienne des anciens propriétaires. Mais rapidement, les récits devinrent de plus en plus inquiétants. Les disparitions mystérieuses de ceux qui avaient osé ouvrir cette porte. Des détails glaçants sur des bruits étranges dans la maison, des ombres qui se déplaçaient à travers les pièces, des murmures qu'on entendait dans le vent. Le plus effrayant dans ces pages était une mention qui revenait sans cesse. Si vous ouvrez la porte, vous ne pourrez plus partir. Je ne savais pas pourquoi, mais je ressentais une compulsion irrésistible à continuer de lire, même si une partie de moi voulait fuir. Puis, une nuit, quelque chose de plus sinistre se produisit. J'étais assise dans le salon, en train de lire le journal, lorsque j'entendis un bruit survenant de l'étage supérieur. Un meuble? Certainement. J'ai posé le journal et me suis levé d'un bond. Tout était calme, pas un bruit. Mais quelque chose ne clochait pas. Je montai prudemment les escaliers, mon cœur battant la chamade. En haut, le silence était total, à l'exception du bruit de ma respiration. Quand je passai devant le couloir menant au fameux quartier, je vis quelque chose d'étrange. Une porte entr'ouverte. Ce n'était pas possible. J'avais vérifié que cette porte était bien fermée à clé. Je me suis précipité dans la pièce, mais tout semblait en ordre, bien que l'air fût encore plus lourd qu'auparavant, comme une pression invisible. Le journal dans mes mains semblait brûler, me rappelant qu'il n'était pas encore terminé. Soudain, un autre bruit me fit sursauter, un bruit de meubles qui se déplaçaient, comme si quelqu'un traînait une chaise lourdement. Ce mouvement, venait de l'étage inférieur, là où je venais de passer une heure avant de monter. Paniqué, je redescendis précipitamment, mais tout était resté en silence. Rien ne semblait déplacé. Pourtant, une sensation d'étouffement m'envahissait, comme si la maison entière se refermait sur moi. Les nuits suivantes furent encore plus terrifiantes. Le bruit de meubles traînants devenait de plus en plus fréquent. Parfois, il semblait provenir de la cuisine, à d'autres moments du salon, mais toujours dans les recoins sombres de la maison. Je n'avais aucune explication rationnelle. Peut-être que mon esprit me jouait des tours, ou peut-être que la maison, ou le journal, ou ceux qui y vivaient, commençaient à me manipuler. La peur, au début diffuse, commença à se cristalliser en une forme plus claire. La maison, le quartier, le journal, tout était connecté. Le lendemain matin, en ouvrant les rideaux pour laisser entrer un peu de lumière, je remarquai quelque chose d'encore plus troublant. La poussière, qui avait recouvert les meubles pendant des décennies, semblait avoir été récemment perturbée. Il y avait des empreintes de pas, mais aucune trace de passage humain. Seules les ombres semblaient avoir marché dans cette maison pendant la nuit. Je savais désormais que j'étais piégé dans un cauchemar que je ne pouvais plus échapper. Et plus je découvrais, plus la maison se resserrait autour de moi. Les nuits étaient devenues insupportables. Les bruits de meubles se déplaçant, les portes claquant, tout cela résonnait dans les murs comme un écho d'un passé révolu, mais toujours présent. Je n'arrivais plus à distinguer si les sons étaient réels ou issus de mon esprit tourmenté par la lecture du journal. Le pire, c'était la sensation de présence, invisible mais tangible, qui m'enveloppait chaque fois que je fermais les yeux. Comme si la maison elle-même était vivante, prête à m'engloutir. Un soir, alors que je m'étais endormi épuisé par les événements des jours précédents, je fus réveillé en sursaut par un bruit étrange. Il semblait venir du fond de la maison, comme si quelqu'un traînait des chaînes sur le sol. Mes yeux s'ouvrirent dans l'obscurité, mon cœur battant à tout rompre, mais je n'osais bouger. Je voulais croire que c'était juste un mauvais rêve, une illusion. Mais la réalité était bien plus terrifiante. Le bruit s'intensifiait. Il provenait du salon, puis des couloirs, et enfin, je l'entendis distinctement, juste devant ma porte. Je me précipitai hors de mon lit, mais à l'instant où mes pieds touchèrent le sol, tout s'arrêta. Le silence tomba brutalement, aussi lourd et oppressant que l'air autour de moi.
Tout semblait figé, et pendant un instant, je crus que la maison elle-même retenait son souffle, attendant quelque chose. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai attendu, immobile, les yeux fixés sur la porte, écoutant chaque petit bruit, chaque craquement, chaque souffle de vent. Mais rien ne vint. Le matin suivant, je suis sorti dans la cour, cherchant à m'aérer l'esprit. Mais quelque chose était différent. La lumière semblait plus pâle, comme filtrée par un voile invisible, et le village semblait plus loin qu'avant. J'ai regardé autour de moi, mais tout me paraissait étrange, déformé, comme si la réalité elle-même avait été étirée. En me dirigeant vers la rue principale, je remarquai une chose qui me fit frissonner. Les maisons semblaient s'être rapprochées de la mienne, les ruelles étaient moins larges, les ombres plus longues. Je fis quelques pas, pensant que j'avais simplement perdu la notion des distances, mais plus j'avançais, plus le pueblo me semblait étrangement comprimé. Comme si les murs de la maison s'étaient étendus au-delà de leurs fondations, envahissant la ville. L'espace autour de moi était devenu oppressant. Je retournai précipitamment à la maison, mes pensées s'embrouillant. Quand je franchis la porte, je fus frappé par la sensation que quelque chose avait changé. Les murs étaient plus proches, l'air plus lourd. Mais plus étrange encore, les pieds semblaient s'être déplacés. Le couloir qui menait à la porte verrouillée semblait plus long, le salon plus vaste. Les limites de la maison n'étaient plus claires. C'est alors que je compris l'horreur de ce qui se passait. La maison elle-même était en train de se modifier, de s'étendre, d'englober le pueblo tout entier. La frontière entre l'intérieur et l'extérieur s'effritait. La maison, avec ses secrets, ses malédictions et ses bruits surnaturels, n'était plus une simple demeure. Elle était en train de m'aspirer, d'engloutir tout ce qui l'entourait, y compris les habitants du village. Je sentais les murs se resserrer autour de moi, chaque battement de mon cœur faisant écho dans l'architecture vivante de cette maison. Je n'étais plus seul dans cet espace clos. Quelque chose d'ancien, d'invisible, m'observait, attendant que je fasse le mauvais mouvement, celui qui me condamnerait à disparaître comme les autres avant moi. Je ne pouvais plus respirer. Chaque souffle me paraissait plus lourd que le précédent, chaque mouvement plus désespéré. La maison, ou ce qui en restait, m'étouffait. Mes jambes tremblaient alors que je m'aventurais dans les couloirs sombres, à la recherche d'une sortie, d'un quelconque échappatoire. Mais tout semblait se déformer autour de moi, les murs, les fenêtres, les portes. Il n'y avait plus de logique, plus de fuite possible. J'étais piégé. Je me suis précipité vers l'entrée principale, mes mains agrippant la poignée, mais la porte refusa de céder. La serrure ne bougea pas, malgré mes efforts frénétiques. C'était comme si la maison elle-même refusait de me laisser partir. Mon cœur battait à un rythme effréné, et la panique m'envahissait. Des bruits sourds, comme des grincements métalliques, résonnaient au loin. Les meubles semblaient à nouveau bouger, traînant sur le sol. Le bruit se rapprochait à chaque seconde, de plus en plus fort, plus oppressant. Dans un dernier acte de désespoir, je courus vers la fenêtre du salon. En l'ouvrant brusquement, j'aperçus l'extérieur. Le pueblo semblait plus étouffé que jamais, tout semblait flou, distordu, comme si les limites du monde avaient été effacées. La rue qui menait à la place centrale était désormais un labyrinthe de ruelles tordues, infinies, où les maisons semblaient se fondre les unes dans les autres, comme si elles étaient une seule entité, vivante, respirante. J'ai regardé une dernière fois derrière moi. L'ombre qui m'avait suivi tout au long de mon séjour, l'entité invisible qui habitait la maison, semblait maintenant se matérialiser dans les recoins sombres. Une silhouette indiscernable se dessinait, mouvante, presque fluide. Elle se rapprochait à chaque battement de cœur, dans un silence assourdissant. J'ai senti l'air se faire plus lourd, plus oppressant. Les murs semblaient se resserrer encore, comme pour me happer dans leur étreinte glacée. C'est alors que j'ai compris. Il n'y avait pas de sortie. La maison n'était pas juste un bâtiment. Elle était un piège, un mal ancien qui se nourrissait de ceux qui osaient entrer. Et maintenant, elle m'avait englouti. L'espace autour de moi se contracta une dernière fois, et je sentis mes pieds se soulever du sol. L'air, l'atmosphère, tout devenait confus. La lumière vacillait, s'éteignant lentement comme une bougie qu'on souffle. Je me suis retrouvé dans un vide absolu, sans repère, sans sensation. La maison avait tout pris. Elle m'avait pris. Et là, dans cette obscurité totale, je compris enfin ce que signifiait le dernier avertissement du journal. Ce n'était pas une maison. C'était un tombeau. Et personne, jamais, n'en sortait vivant.